Bienvenue à ce temps d'échange. Je suis Christelle Blouette, moi je coordonne une association qui s'appelle Réseau Culture 21 et on travaille notamment avec Patrice et son équipe à Fribourg et à Genève et ailleurs sur la formation, recherche-action autour des droits culturels auprès des collectivités depuis des années, avec l'intention de développer cette dimension transversale des droits culturels dans l'ensemble des politiques publiques. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, dans le discours sur les politiques de transition, c'est d'autant plus nécessaire et précieux de disposer de cette approche. Et on aurait tendance à craindre peut-être qu'à l'aune de cette urgence, notamment climatique, peut-être que les droits culturels restent un peu derrière. Et nous, on veut mobiliser et informer sur l'importance qu'ils représentent pour mener justement des politiques publiques à ce niveau d'ambition de transition. Et en fait, il existe un gros travail international sur le sujet que les collectivités françaises, à mon idée, ne connaissent pas vraiment pour le moment. Et donc, c'était le sens de cette proposition faite à Jordi Pasquale, qui coordonne donc la commission culture de l'agenda 21 de la culture au niveau de cités gouvernements locaux unis, faite aussi à Ronan Dantec, qui est sénateur écologiste et qui est aussi président de l'association Climate Chance, c'est ça, et puis de commissions diverses et variées, dont la commission développement durable au Sénat, de Patrice Meyerbich, donc, qui est philosophe, qui anime le groupe de Fribourg depuis maintenant un petit nombre d'années, et qui travaille donc ces enjeux de droit culturel aussi au niveau des organisations internationales, et notamment en collaboration avec Mylène Bidot, Mylène est juriste et travaille au sein du Haut Commissariat aux droits de l'homme aux Nations Unies, auprès de la rapporteure spéciale aux droits culturels et auprès de la rapporteure spéciale aux droits à l'éducation. J'ai peut-être oublié des choses en vous présentant, mais je vous inviterai à le compléter si vous voulez quand vous intervenez. Donc, l'intention, pour redire un peu les choses rapidement, c'est de prendre conscience des outils de plaidoyer, alors des arguments évidemment, mais des outils de plaidoyer qu'on a à notre disposition à mobiliser pour mieux travailler encore cette transition et cette transversalité des droits culturels dans nos politiques publiques territoriales. C'est un peu ça, voilà, la demande qui est faite à nos intervenants. On va donc avoir un temps d'intervention, encore une fois un peu court sans doute, mais pour favoriser un temps d'échange avec vous. Donc on va leur mettre une petite montre. Désolée si c'est un peu court, mais on vous donnera de la ressource sur le site de la FNADAC pour pouvoir poursuivre, aller lire, aller compléter évidemment, et peut-être suivre d'autres événements qui pourront avoir lieu sur le sujet. J'étais peut-être hors du cadre, j'espère que tu m'entends, Mylène, je ne sais pas si tu as entendu, mais dans tous les cas, on s'est déjà dit tout ça. Je vais donner la parole à Mylène Bidot pour commencer. Si j'ai présenté Jordi ? Tu étais absent, tu étais dans la lune. Hein ? Mais tu peux te représenter tout à l'heure, mais j'ai présenté Jordi, je crois. C'était le premier que j'ai présenté. Donc je disais que je vais donner la parole à Mylène pour ouvrir la séquence avec peut-être le panorama le plus large, en tout cas celui des Nations Unies et du travail du mandat sur le sujet. Je te laisse intervenir. Merci beaucoup Christelle, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je regrette de ne pas être avec vous physiquement, mais bon, au moins la technologie nous permet d'interagir. Donc oui, pour continuer un petit peu les présentations, donc en effet, je travaille au Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève, auprès de la rapporteure spéciale sur les droits culturels, aussi la rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation, mais je voudrais surtout essayer de résumer la position de la rapporteure spéciale sur les droits culturels en ce qui concerne l'importance d'intégrer pleinement les droits culturels au cœur des politiques de développement. Donc, je tiens à souligner que les vues que j'exprime ne reflètent pas nécessairement celles du Haut-Commissariat. Donc, la rapporteure spéciale s'est jointe avec force à la campagne pour un objectif spécifique sur la culture aux objectifs de développement durable, donc les ODD,
donc demandant un 18e objectif, donc, et aussi à l'intégration des droits culturels à travers l'ensemble des ODD. Donc pourquoi? Donc, je voudrais résumer ma position en 3 points. Premier point, il apparaît de façon tout à fait évidente que travailler sur les droits culturels, c'est en fait travailler sur les liens intrinsèques qui existent entre, d'une part, les capacités des individus seuls ou en commun de développer leur propre identité culturelle et donner un sens à leur vie, et d'autre part, les processus de développement au sens large dans la société à travers notamment leur participation. Donc, les interactions entre les deux sont mutuelles. Les identités, aspirations, valeurs doivent donner une direction au développement, aux politiques de développement. Et à l'inverse, les politiques de développement impactent considérablement les identités, les valeurs, les modes de vie. Donc, depuis sa création en 2009, le mandat de la rapporteure spéciale sur les droits culturels a utilisé une définition des droits culturels qu'on utilise depuis le début, qui reste quasiment inchangée, et qui, en fait, dès le départ, montre les liens qu'il y a entre développement et droits culturels. En fait, la notion de développement, elle est au cœur même de la définition des droits culturels. Donc, en fait, le concept qu'on utilise, la définition, c'est de dire que bon, les droits culturels protègent le développement et l'expression des identités culturelles. Donc, il s'agit essentiellement des droits des individus et des groupes d'exprimer leur humanité, leur vision du monde, le sens qu'ils donnent à leur existence et à leur développement à travers toute manifestation de l'existence humaine. Ils comprennent également les droits d'accéder et de participer au patrimoine et aux ressources qui permettent ces processus d'identification et de développement. Donc, bien que les droits culturels soient souvent marginalisés dans les stratégies de développement durable, la culture, c'est non seulement un facteur de développement durable, mais en fait un élément indispensable à ce dernier. Et la rapporteure spéciale souligne depuis longtemps, à l'affaire maintes reprises, qu'il est complètement illusoire de penser vouloir réaliser les ODD sans respecter pleinement les droits culturels pour tous. Alors, en particulier, il y a un travail important qui a été fait au cours des années 2022-2023, donc assez récemment. La rapporteure spéciale a présenté 2 rapports thématiques consécutifs au Conseil des droits de l'homme à Genève et à l'Assemblée générale, qui sont justement centrés sur ces questions de développement et de droits culturels. Alors, ces rapports, ils sont aussi en français, ils sont facilement accessibles sur notre site. Et soit dit en passant, ça, c'est un des gros aspects de notre travail, c'est justement d'approfondir des questions et voir quels sont les obstacles à la réalisation des droits culturels. Alors, le premier rapport serait celui qui vous intéressera le plus, je pense, parce qu'il souligne vraiment les principes, comment on peut penser l'articulation entre développement et droits culturels. Le second, c'est sur la gouvernance internationale, donc plutôt les actions des grandes organisations internationales en matière de développement. Donc, la rapporteure spéciale est partie du constat que, alors je l'ai déjà dit, hein, les droits culturels sont souvent marginalisés dans les politiques de développement. Le développement culturel n'est pas considéré comme un pilier du développement durable, hein, au même titre que dimension sociale, économique et environnementale. Il est rare que l'impact du développement sur les droits culturels soit mesuré, rare que les projets de développement soient pilotés par les populations locales, rare que les plans d'élimination de la pauvreté et de développement social comprennent des éléments relatifs aux droits culturels. En revanche, ils négligent souvent la diversité culturelle. La culture est souvent prise de façon très étroite, restrictive, comme simplement une source de revenus supplémentaires, donc principalement dans sa dimension et son rôle économique. Donc, l'argument très fort dans le mandat de la rapporteuse, c'est de dire que sans prise en compte de l'immense diversité des conceptions du développement et des aspirations diverses, en fait, on fait place à une certaine vision du développement qui va être dominante et qui est promue à travers le monde et souvent imposée par le haut et focalisée sur l'accumulation de richesses et la productivité. Ce qui va conduire en fait à de nombreuses violations des droits humains et notamment des droits culturels. Dans notre travail, on a énormément d'exemples qui viennent de diverses parties du monde, hein, parce qu'on travaille sur un grand nombre de pays. Et le mandat reçoit aussi des plaintes
de la part des associations, des groupes, des communautés, des individus, etc. Donc, on a un nombre inconsidérable d'exemples de destruction de patrimoine, de ressources culturelles par les routes, les barrages, l'appropriation des terres, l'interdiction de pratiques culturelles diverses parce qu'elles sont considérées comme un obstacle à la conception moderne du développement. Donc, ces destructions se font au nom justement d'une certaine conception du développement et qui va conduire à l'appauvrissement et aussi l'assujettissement de groupes entiers. Je voudrais souligner en passant que la question des droits culturels, en fait, à travers l'ensemble de nos travaux, elle pose toujours et de manière systématique la même question, qui est qui participe et comment, avec quel poids aux prises de décision qui affectent les personnes et surtout qui en tire bénéfice et qui est impacté. Donc, ces politiques de développement, qui souvent en fait renforcent ces inégalités, vont à contre-courant des aspirations des personnes et des communautés qui veulent s'appuyer sur leur patrimoine culturel, leurs histoires, leurs sciences, pour se développer en fonction de leur aspiration à ce qu'ils considèrent comme une vie digne. Donc, s'ensuit toute une série de recommandations que la rapporteure spéciale répète très, très souvent. Donc, en les résumant un peu sur les recommandations, les lignes principales, c'est de dire que les populations doivent être les premiers bénéficiaires des processus de développement durable qui doivent être appropriés, adaptés aux spécificités culturelles, contextualisés dans des environnements culturels spécifiques, qui doit viser à être pleinement compatible avec les aspirations, les coutumes, les traditions, les systèmes et visions du monde des personnes et des groupes les plus susceptibles d'être touchés. Respecter et intégrer pleinement les droits à la participation des communautés concernées et être précédé par des évaluations d'impact sur les droits humains, y compris les droits culturels. Car soit dit en passant, les évaluations sur les droits humains souvent oublient aussi la dimension droit culturel. Alors, le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est qu'à partir de là, on voit tout de suite l'importance qu'il y a à comprendre la notion de culture d'une façon très large. Donc, l'approche, ce n'est pas de considérer la culture comme on peut le faire habituellement de façon étroite, même si c'est important, les arts, les patrimoines, les langues. Mais en fait, on a parlé de toute manifestation de l'existence humaine. Nous sommes des êtres culturels. Donc, ça inclut aussi les sciences, les connaissances, les savoir-faire, les convictions, les religions, les sports, les rites, les cérémonies, les méthodes de production, les technologies, les institutions, les moyens de subsistance, les liens avec l'environnement, avec la nature, par lesquels les individus et les groupes se définissent, entendent être reconnus et développent et expriment leur identité. Donc, on n'est pas dans une conception de la culture avec des compartiments hermétiques, mais en fait un processus interactif, dynamique, en constante évolution. Et les cultures sont immensément diverses. Et nous, dans notre vocabulaire, on évite en fait de parler de la culture. On va parler des cultures, des sciences, comme on parle des arts et des patrimoines. Et la diversité culturelle est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'à partir de là, on voit bien qu'on est obligé d'avoir une approche qui est transversale. Donc, une personne qui développe son identité seule et en commun, elle va puiser dans l'ensemble des ressources culturelles à sa disposition, artistiques, scientifiques, patrimoniales, les savoir-faire, etc. Tout ce dont je viens de parler. Donc, ces personnes, les combinent, les articulent, les modulent, font des arbitrages, leur donnent une cohérence pour construire sa compréhension du monde, son pouvoir d'agir seul et en commun. Et les identités, elles se développent à travers l'ensemble de ces dimensions. Donc, c'est pour ça que la transversalité des droits culturels dans l'ensemble des politiques publiques, l'ensemble des politiques de développement, elle est cruciale. Il s'agit de prendre en compte les identités, les valeurs, mais aussi les aspirations et les capacités d'agir des personnes et des communautés. Et le développement ne peut être durable que s'il est façonné par les valeurs des populations qui y participent et par le sens qu'elles lui attribuent, s'il protège la diversité et s'il tire parti de leurs ressources culturelles, de leur patrimoine culturel dans toutes ses dimensions.
Je finirai sur un point touchant plus particulièrement le secteur culturel, qui bien entendu a toujours son rôle à jouer, mais ne peut pas fonctionner en vase clos. Et la rapporteuse spéciale a plusieurs fois mis en garde contre la réduction du secteur de la culture à un secteur simplement générateur de revenus. Et la contribution du secteur culturel au développement durable va bien au-delà d'une dimension économique. Les institutions culturelles, elle l'a souvent dit, sont des atouts importants pour le développement local, mais aussi national. Elles vont ouvrir sur la créativité, inspirer la créativité. Elles offrent des possibilités de partager des pratiques culturelles diverses qui renforcent la cohésion sociale, l'engagement citoyen et le bien-être plus général. Elles peuvent être à l'écoute des besoins, des aspirations des populations locales. Elles peuvent avoir une influence sur les politiques publiques nationales et être le fer de lance d'initiatives nouvelles en faveur d'un futur durable. Je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il est important de laisser la part à la discussion et puis je suis disponible jusqu'à la fin pour répondre à vos questions et participer au débat. Je vous remercie. Mylène. Merci beaucoup. Peut-être que Patrice peut prendre la suite dans... Merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un argument assez sec, puisqu'on a très peu de temps, si vous permettez. Je ne mettrai pas les nuances. Un premier rappel qui correspond à ce que vient de dire Mylène. Nous avons une approche qui est systématiquement fondée sur les droits humains. C'est-à-dire que les droits humains ne sont pas simplement un cadre à respecter, comme des valeurs éthiques, mais ce sont les premiers principes opérationnels de développement, puisque les droits humains, ce sont des capacités. Or, qu'est-ce qu'on doit développer? Ce sont les capacités des personnes et de leurs organisations. Donc les droits culturels vont être intégrés dans cette dimension-là. Donc nous sommes au complet opposé de tous les essentialismes qui opposeraient l'État d'un côté, le privé de l'autre, l'économie d'un côté, le culturel de l'autre, le social de l'autre. Ce qui existe, ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs avec leurs compétences, avec leurs ressources, et notamment leurs ressources culturelles. Ça, c'est un rappel. Deuxième point. Pourquoi les droits culturels sont-ils au principe du développement et non en marge? Donc il ne suffit pas de dire que la culture est importante. On ne convoquera personne avec cette profession de foi. Il faut démontrer. Et mon argument est de dire principalement, dans la situation actuelle de désordre total, de mépris du droit international, et donc du mépris des personnes, et du nombre impressionnant de morts à venir dans les différentes crises qui s'embrayent et qui accélèrent en ce moment, ce qui manque le plus, paradoxalement, c'est l'argument. L'argument qui permet de connecter des ressources qui aujourd'hui sont dispersées et donc se gaspillent, se neutralisent mutuellement. L'argument consiste donc à dire que les dimensions culturelles, c'est-à-dire les savoirs, sont ce qui connecte. Et donc les droits culturels ici permettent de mettre en œuvre les ressources culturelles, c'est-à-dire le droit de chacun, seul et en commun, comme le disait Mylène, d'accéder aux ressources culturelles, c'est-à-dire les ressources de savoir qui sont nécessaires à son développement. C'est seul et en commun, c'est du développement personnel, c'est des libertés personnelles, c'est des capacités de participer, mais qui se font sur des ressources qui sont communes. Et donc vous avez ici le lien extrêmement étroit et épistémologique, c'est vraiment l'argument. Ce n'est pas l'individu d'un côté, le collectif de l'autre, mais c'est par nos ressources de langage, par nos ressources de science, par nos ressources artistiques, par nos ressources sportives, par nos ressources techniques, par nos ressources éthiques, par nos ressources politiques, que nous avons un espace commun de communication. Un espace commun de communication, c'est un pléonasme, mais ça veut dire que c'est là qu'on se rencontre, et donc c'est là qu'on fait de la synergie.
c'est-à-dire de l'enrichissement. Au contraire, si ces savoirs sont en système clos, à ce moment-là, nous sommes en situation d'appauvrissement, de gaspillage des ressources culturelles. Les ressources culturelles sont, premièrement, les personnes porteuses de savoir, et ensuite toutes les œuvres, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient biologiques. Troisième point, le principal, les dimensions culturelles de tous les droits humains. Si on a défini l'idée principale que c'est transversal, encore faut-il le démontrer. J'ai donné l'argument principal. Si c'est les savoirs qui permettent d'argumenter les liens de synergie qui sont, par exemple, entre une dimension économique, une dimension culturelle, une dimension écologique et une dimension sociale, le tout dans une synthèse qu'on voudrait bien élaborer, c'est-à-dire politique, encore faut-il rester dans une approche basée sur les droits humains et montrer pour chacun des droits en quoi, précisément, vous avez un nœud de connexion entre ces diverses diversités. J'insiste bien, je ne dirais pas la diversité culturelle ou la diversité tout court, ça ne veut rien dire. C'est de nouveau un terme qui normalement indique une pluralité et qu'on essentialise comme si c'était une unité. Je parlerai des diversités de diversité, c'est-à-dire les diversités de personnes, les diversités de situations, les diversités sociales, les diversités politiques, les diversités de métiers, les diversités d'âge, etc., etc. Et c'est cet ensemble de diversités qui permet beaucoup de nœuds de connexion pour faire un tissage social. Je prends ici comme exemple le droit, disons d'abord le droit à un environnement sain. Il est clair qu'on ne peut travailler au niveau d'un développement écologique, c'est-à-dire d'un meilleur équilibre des écosystèmes, que si et seulement si on affronte de face le manque de culture scientifique. Et donc, vous n'avez pas simplement un travail à faire au niveau de la conscience, comme on dit personnel. La conscience, elle doit être instruite. Et en instruisant la conscience, ça consiste bien sûr à trier les poubelles, mais faire un lien entre le micro, le macro et l'ensemble des problèmes qui se posent au niveau méso, c'est-à-dire tout ce qui est transversal. Donc, manque de culture scientifique, et vous pouvez prendre ça pour chacun des droits, voir quelles sont les dimensions culturelles qui manquent, qui font obstacle, qui sont de véritables trous noirs. Et les trous noirs, il n'y a rien de meilleur pour tous les pouvoirs arbitraires, n'est-ce pas, qui se servent de cela pour raconter n'importe quoi, pour nier, pour être tous des négationnistes des problèmes, pour être dans une situation de déni politique et de lutte la plus stupide auquel on peut constater aujourd'hui entre des pouvoirs arbitraires qui mènent jusqu'à la guerre en passant par l'ignorance des situations d'extrême pauvreté absolument aberrantes. Je prends l'exemple du droit au travail. Quelle est la dimension culturelle du droit au travail ? On a remarqué, j'en ai pas dit, au sein de notre observatoire, donc cette recherche maintenant sur les dimensions culturelles de l'ensemble des droits humains, et on prévoit, en prenant le temps qu'il faut, une deuxième déclaration, après la déclaration dite de Fribourg sur les droits culturels, une deuxième déclaration qui serait sur le sens culturel de l'ensemble des droits humains. Et pour ce faire, on a des groupes de travail sur quelques-uns des droits. Si on regarde le droit au travail, vous remarquez que dans les textes classiques, on a le respect de la dignité humaine à condition que le droit syndical, le repos, le salaire équitable, la santé au travail soient respectés. Mais quasiment rien sur l'objectif, c'est-à-dire l'œuvre. Donc si vous avez quelqu'un qui est bien syndiqué, qui a un bon salaire, qui est en bonne situation sanitaire et qui travaille dans une usine pour faire des mines antipersonnelles, le droit au travail et à la dignité est respecté. Vous êtes en plein au cœur de ce qu'il y a de pire dans le néolibéralisme le plus réductif, c'est-à-dire qui considère que l'économie est neutre. Il n'y a rien de plus anticulturel que de prétendre une affaire pareille, n'est-ce pas, et qui nous a amené à ce qu'on appelle en économie la financiarisation de l'économie, où tout se réduit à
un échange monétaire sous toutes ses formes. Or, de quoi s'agit-il? La dimension culturelle n'est donc pas un accessoire, quelque chose qui s'ajouterait à la substance. Mais il est bien clair qu'ici que travailler, c'est cultiver. Cultiver, c'est travailler. Et donc, c'est produire une œuvre qui a du sens pour soi, qui a du sens pour ses collègues, qui a du sens pour une entreprise, pour une association, pour une famille, et qui a du sens pour différents niveaux de société. Donc la question du sens, qui est très largement oubliée, parce qu'elle est tellement subjective, subjective, on n'ose pas trop en politique être subjectif, sauf à l'enfermer dans une idéologie close, eh bien, à ce moment-là, vous arrivez à un vide complet. La question du sens, elle est au cœur de la substance de ce droit. Je pourrais commencer la démonstration pour d'autres droits. Je travaille ici avec Anne, qui est responsable de ce groupe de travail ici. C'est ce qui signifie aussi que les points communs qui sont donc entre tous ces droits humains pour définir leur sens culturel, c'est que chacun doit être capable d'être reconnu, digne de participer au savoir. Donc digne d'accéder aux savoirs qui sont indispensables à son métier, comme à sa vie sociale, comme à son engagement politique, comme à son engagement familial, etc., comme à tous les éléments de sa vie, mais aussi d'y contribuer. Donc c'est le droit de participer et pas simplement de parler de satisfaction des besoins essentiels, comme on le fait dans une économie qui est un peu relookée, n'est-ce pas, dans une notion de bien public et qui reste essentiellement productrice, consommatrice. Ça veut dire donc que chacun est capable de participer, c'est le principe même de l'idée de démocratie. Et si vous reprenez l'exemple du droit au travail, vous montrez à ce moment-là le lien que la culture du travail, c'est une culture de l'économie renouvelée, qui introduit évidemment à l'économie circulaire, mais qui introduit sur la base que le premier développement économique, c'est le développement des savoirs, qui sont les ressources de création, qui sont les ressources d'adaptation, qui sont les ressources de mise en question et qui sont surtout les ressources d'inclusion. Nous parlons d'un développement inclusif de toutes les personnes et des savoirs dont elles sont porteuses. J'insiste bien, inclusion des personnes, mais qui implique l'inclusion des savoirs dont elles sont porteuses avec leurs institutions. Le lien, voyez ici, que le lien de savoir que développent les droits, libertés et responsabilités culturelles, complètement individuelles, c'est des libertés de choix, c'est des libertés d'assumer ses choix, c'est des libertés de dire quelle santé je veux, quel type de développement je veux, quel type de travail je souhaite, quel type de vie sociale je souhaite développer, quel type d'entreprise, quel type de consommation, quel type de communication je souhaite. Eh bien, c'est cela qui va nous montrer le lien entre une économie fondée sur des savoirs, une écologie fondée sur la participation au savoir, plus de sciences, plus de pratiques, et la même chose dans le domaine du tissu social. Voilà. On est loin du vivre ensemble, on est dans un tissage concret des diverses diversités qui, chacune, est porteuse de structures. Bon, quatrième point, et j'ai fait vite, il faut, pourquoi, alors, encore ce point, je voulais dire, il faut de l'excellence, parce que si on parle de culture, ça doit être assez puissant, c'est audacieux. Il faut de l'excellence pour aller chercher, déceler les causes de l'ignorance. Ce n'est pas simplement un partage bas de gamme, ce n'est pas une conscientisation grand public seulement. Il faut de l'excellence pour démontrer et expérimenter. Et à ce moment-là, ça peut se diffuser. Ce n'est pas le diffusement automatique, c'est la diffusion automatique, c'est véritablement la démonstration qui se fait de façon théorique et expérimentée naturellement. Quatrièmement, pourquoi spécifiquement dans les villes et structures régionales? Je laisse la parole à Jordi pour ça. Je veux simplement mentionner qu'aujourd'hui, tout le développement, y compris aux Nations Unies, Mylène va sourciller, mais tout ça est infiniment beaucoup trop étatique. Officiellement, on dit que les États sont responsables de cela,
mais nous constatons que les États sont les premiers violeurs des droits culturels. Nous constatons que les États ne développent pas du tout, en leur sens, une véritable économie, une véritable politique des savoirs, parce que s'ils le faisaient, évidemment, ça ferait sauter tout leur caractère arbitraire. Donc il y a quelque chose d'assez révolutionnaire là-dedans, mais qui n'est pas au sens où on va changer d'État, qui est au sens d'une diffusion dans toutes les structures sociales, non pas simplement d'une démocratisation pour que tout le monde ait accès à la même mangeoire, mais pour que partout des lieux d'excellence se forment dans tous les domaines, depuis une école primaire jusqu'à une université, en passant par un atelier, une association, un syndicat, etc. Je termine. Les droits culturels sont donc des principes opérationnels, depuis les choix, les évaluations des stratégies, jusqu'à l'observation participative et continue des résultats. Je laisse Jordi parler de ça. Je vous remercie. Merci Patrice. Jordi va prendre le relais. En fait, en gros, c'est dans tes mains, entre guillemets, c'est dans les mains des collectivités territoriales telles qu'on les appelle ici. Nous, on pense que les États peuvent se transformer quand même aussi profondément à partir de l'intérieur et peut-être se mettre en position un peu plus horizontale avec justement les pouvoirs locaux, ce qu'on appelle les pouvoirs locaux à Cité Gouvernements Locaux Unis. Donc toi, tu animes la commission culture de Cité Gouvernements Locaux Unis depuis 2004, ou même peut-être avant, existait-elle? Tu vas nous raconter ça. Et vous produisez beaucoup de documents de plaidoyer, d'animation aussi de terrain, de travail vraiment de développement des droits culturels dans les collectivités, mais partout dans le monde. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu de quoi on peut disposer aussi dans ces documents de plaidoyer pour venir davantage légitimer tout ce travail en France. Merci de l'invitation, merci de la question, pas facile, j'essaierai de faire de mon mieux. J'explique un peu d'où je parle. Cité et Gouvernements Locaux Unis, CGLU, l'un des pires acronymes de l'histoire de la communication, et l'Organisation mondiale des villes, une organisation qui fait des élections chaque 3 ans pour la présidence, le bureau exécutif et le conseil mondial. Dantec a fait partie pendant plusieurs années de ces instances présidentielle et exécutive de CGLU. Notre siège est à la ville de Barcelone. Nous avons des sections dans tous les continents du monde entier. Et chaque section a aussi son autonomie. Nous sommes la voix des villes aux Nations Unies. Nous essayons de convaincre les programmes des Nations Unies dans tous les domaines que sans localisation et surtout sans débat démocratique à chacun des territoires, aucun développement n'est pas possible. Plaidoyer, présence constante au forum politique de haut niveau, à l'Assemblée générale chaque année, à le forum urbain mondial au Caire dans quelques semaines, à la COP, au COP, etc. Nous aussi, on fait des échanges entre les villes. Nous croyons que les plaidoyers, c'est bien, mais les cercles, d'un réseau obligent à faire des programmes pour que les villes partagent où elles sont, où nous sommes, quels sont les défis, quels sont les succès, quelles sont les pratiques, quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. Et dans ce cadre d'établissement d'un système d'apprentissage entre pairs, d'amélioration des politiques culturelles, depuis 2004, en 2004, on a approuvé un premier document qui s'appelle Agenda 21 de la culture, plutôt descriptif et déclaratif. En 2015, on a approuvé un deuxième cadre qui s'appelle Culture 21 Action,
avec une liste de 100 actions très concrètes, un miroir pour les villes du monde entier, classifiées en 9 engagements. Et aujourd'hui, on prépare le 3e cadre référentiel qui s'appelle comme titre provisoire Culture 21 Plus. Pas trop original, mais avec Christelle, on essaiera de vous inviter à des séances plus en profondeur pour améliorer ces cadres à être approuvés en 2025. Nous ne pouvons pas approuver ces cadres sans tout ce que vous avez fait pendant ces dernières 10-12 années avec le réseau Culture 21 France, surtout. Alors, et ici, laissez-moi dire que dans la première file, il y a Antoine Guibert qui a écrit la première ébauche de Culture 21 Plus. La commission de culture que je coordonne avec ces cadres promeut les échanges entre villes, des visites d'apprentissage entre pairs. Et ici, je dois signaler la présence aussi dans la salle de Chantal Lauriette, Dalila Eustache et Françoise Gordine de BMAO qui viennent de visiter la ville de Strasbourg. Avec, je ne vois pas Camille Rierler, mais elle n'est pas là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je serai très rapide. Notre cadre référentiel, un programme de soutien aux villes, échange, amélioration des politiques culturelles. Si vous en voulez savoir plus, allez voir nos collègues de BMAO. On organise un prix chaque 2 ans. Et ici, on a la ville gagnante de l'édition 2018 du prix avec la charte de coopération culturelle, avec Christine Tolette, présente aussi dans la salle, et Patrice Meyerbich qui a gagné notre prix dans la catégorie personnalité. Cadre référentiel, échange entre pairs, apprentissage, amélioration des politiques culturelles, fondé toujours sur le droit culturel. Prix, sommet, on organise un sommet chaque 2 ans, un point de rencontre comme celui-ci, pas originel, mais à l'échelle mondiale. 4e, une base de données de bonnes pratiques qui viennent du prix et de programmes d'apprentissage entre les villes. Et ici, laissez-moi dire que la ville de Rouen a candidaté au prix cette édition 2024. Elle a été sur les bords de gagner. BMAO a aussi fait une très bonne candidature et sera choisi aussi comme bonne pratique comme Rouen. Et je voulais me concentrer, si tu me donnes 3 minutes, pour expliquer les plaidoyers qu'on fait sur un objectif culture dans les objectifs de développement durable. En 2013, l'UNESCO nous appelle, le réseau culturel du monde entier, à aller à Hangzhou, mai 2013, pour partager la position, la place de la culture dans l'agenda post-2015. Ce n'était pas encore les ODD, c'était l'agenda post-2015. La conclusion de cette conférence, grâce à la société civile et grâce au travail de notre organisation, nous avons réussi à convaincre la République populaire de la Chine et l'UNESCO à mettre une phrase finale qui dit la meilleure façon d'intégrer les éléments culturels dans l'agenda post-2015 est avec un objectif culture explicite qui développe les sujets du patrimoine, la créativité, les diversités et la transmission des connaissances. Cette phrase a été effacée des négociations 1 mois après, comme si cette phrase n'existait pas. Alors, en septembre 2013, CGLU, avec la Fédération mondiale des bibliothèques, le Conseil international des monuments et sites patrimoniaux,
la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, le Conseil international de la musique, Arterial Network Africa et Culture Action Europe, nous avons publié un document, la proposition de culture, d'objectif culture dans les ODD. C'était trop tard. C'était trop tard. Nous étions trop faibles. Les débats sur les objectifs étaient déjà partis et finis, presque finis. Entre 2015 et 2019, on a constaté qu'on doit convaincre encore les acteurs qui ne sont pas convaincus. On a renouvelé la campagne. La campagne s'appelle maintenant Culture 2030 Goal, Culture 2030 Goal, Culture 2030 Objectif. On a publié une deuxième proposition d'objectif culture à Mondiacult 2022 à la ville de Mexico. Et on va faire une troisième proposition encore plus approfondie, plus sérieuse, avec plus de débats, avec des indicateurs concrets pour la prochaine Mondiacult, la rencontre mondiale des ministres de la culture, qui sera à Barcelone en septembre 2025. J'oublie beaucoup de choses, je crois que je reste ici, mais voilà, je suis prêt à approfondir sur ce que j'ai dit. J'essayais de me connecter juste à votre site, Jordi, pour montrer les documents de plaidoyer juste. Si tu veux aller sur le site de la campagne, c'est Culture 2030 Goal. Avec notre proposition septembre 2013, avec la proposition, si tu veux, oui, dans ressources, voilà, c'est ici. Et un rapport que tu ne cites pas là, sur la dimension culturelle des ODD. Oui, nous avons fait plusieurs rapports en 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. Ah, ça c'est le guide, ça c'est une autre chose. Oui. La démonstration de la dimension culturelle de tous les ODD, au-delà de l'enjeu d'un ODD autonome, bon, là je l'ai affiché en anglais, oui. Mais il me semble que là vous avez des outils pour travailler cette transversalité des droits culturels dans l'ensemble des politiques publiques, qui est vraiment, il me semble, le cap à franchir pour les collectivités territoriales. Amen. Alors, ça se passe comment alors, Ronan Dantec est sénateur, mais tu es plutôt là pour nous parler de la dimension, tu as vu ça un peu le temps, pardon, quel chrono, la dimension des enjeux internationaux autour de sujets. Peut-être que tu peux faire l'aller-retour entre la France et ses enjeux internationaux. D'abord, merci de m'avoir invité. Ça m'a permis de retrouver Jordi. Ça fait quand même quelques années qu'on ne s'était pas vu. Pour dire que je suis ravi d'être là parce que ça me change des débats sur l'adaptation au changement climatique, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou sur les enjeux de la COP biodiversité à Cali en Colombie. Et pourtant, les sujets sont très liés. Mais c'est vrai qu'on parle très très rarement, pratiquement jamais de culture, quand on est dans l'opérationnel de nos débats sur l'adaptation, la réduction des émissions, les transitions énergétiques, les enjeux de préservation de la biodiversité. Donc moi, j'ai été très attentif à ce que vous disiez, des choses que je connais. On se rappelait avec Jordi que j'avais un peu participé à l'écriture en 2004 de l'agenda 21 de la culture à Barcelone. À l'époque, j'étais très impliqué à CGLU puisque j'en étais le porte-parole climat pendant une dizaine d'années. Mais dire que dès qu'on utilise le mot culture, c'est un mot mal défini, c'est-à-dire on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Et que donc, suivant la forme de la définition, on ne va pas parler de la même chose, on ne va pas se comprendre et on ne va pas partir dans le même sens. C'est-à-dire entre des politiques culturelles qui fournissent des services culturels et la culture qui fait socle dans la société, il y a déjà, même si évidemment il y a des ponts, mais il y a des différences quand même assez conséquentes. Donc, moi j'aimerais bien qu'on évoque effectivement comment la culture aujourd'hui est présente, c'est ta question, ça tombe bien, sur ces grandes négociations sur lesquelles se joue aussi le futur de l'humanité, donc sa culture,
ou ces cultures, pour mieux dire, que sont le climat ou la biodiversité. Alors moi, j'ai été très intéressé par la première intervention autour des questions d'épanouissement et finalement du droit à son accomplissement. Je crois que c'est bien ce qui a été dit. Et alors, du coup, je pensais directement, j'ai pas perdu pour ce... Christelle m'a pas entendu depuis longtemps. J'ai rien perdu de ma capacité de provocation. J'ai tout de suite pensé à Bush, président des États-Unis, disant « Notre mode de vie n'est pas négociable ». C'était profondément culturel. Notre vision culturelle collective de la consommation, à nous, Américains, c'est pas négociable. Donc c'est bien au nom de la culture que Bush expliquait qu'il ne ferait pas d'efforts sur le climat, avec les conséquences qu'on peut imaginer sur la vie de chacun, et notamment des plus fragiles. Et que donc, je crois que, y compris dans les politiques climat, j'en parlais aussi hier dans un débat sur l'adaptation, je crois que dans nos politiques climat, on a beaucoup de mal à intégrer les dimensions culturelles. Disons, la dimension culturelle qu'on intègre le mieux, et Jordi comme moi, on en vient, il est catalan, je suis breton, c'est tout ce qui est droit des minorités. Donc ça, on est extrêmement toujours soucieux que ce soit présent dans les textes. Globalement, notamment sur la biodiversité, le savoir, les droits des populations autochtones sont très présentes dans les textes. Reste à vérifier que, parce que c'est écrit dans le texte, c'est respecté derrière. C'est encore une autre question, mais en tout cas, sur cette question des droits des minorités, des communautés locales, c'est quand même assez présent dans les textes, et avec y compris des réseaux qui sont très actifs au niveau international. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on parle de culture, des droits, ou pour mieux dire, des demandes, y compris liées à leur représentation culturelle et à ce qu'ils imaginent comme étant leur épanouissement. Je sors du salon de l'automobile ce matin. Je peux dire que pour beaucoup de gens, le SUV, c'est de l'épanouissement. Hein. On était extrêmement nombreux quand même. Hein. Donc, c'est de la culture aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des stratégies sur le climat? Et ça joue beaucoup aussi sur la question territoriale et sur les cultures des différents territoires urbains, ruraux. Qu'est-ce qu'on fait finalement de l'analyse qu'on a des représentations culturelles collectives, et non pas seulement des minorités, ce qu'on a l'habitude de faire dans une logique de défense, mais aussi des majorités. Et d'autant plus, et ça je crois que c'est quand même l'élément frappant de la période qu'on vit, qui n'est pas la période la plus drôle. Moi j'ai participé à CGLU au moment de la création, ici même à Paris, donc on est vraiment, c'est les années 2000, où la démocratie doit triompher partout dans le monde. Évidemment, CGLU, portant la démocratie territoriale, ne peut que se développer. Et on a vu au tournant des années 2010 que le monde était beaucoup plus complexe et que les régimes illibéraux remontaient en puissance et ont fini par nous bloquer. C'est très clair dans la négociation climat, par exemple, que le rôle des villes, ces 5-10 dernières années, a été réduit des collectivités en général. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cadre où, en plus, et les montées des extrêmes droites un peu partout et des nationalismes exacerbés, dit en plus que cette majorité culturelle-là supporte de moins en moins la diversité. Et on est dans ce moment-là, y compris quand c'est des extrêmes droites qui étaient des minorités sur leur territoire au départ. Vous avez en Europe des extrêmes droites qui longtemps étaient sur des régions minoritaires, donc qui défendaient des droits de minorité et qui, le jour où elles ont les cadres du pouvoir, ne tolèrent aucune diversité sur ce territoire qui était pourtant une minorité le coup d'avant d'un territoire plus grand. Donc on a, je pense là, une réflexion vraiment à mener, et c'est pour ça que je trouve très intéressant quand même qu'on recoupe un peu plus ce qui est finalement les dynamiques des acteurs culturels et les grandes négociations que sont les négociations sur le climat et sur la biodiversité. Et avec, bien sûr, toujours la question du développement et des ODD. On ne peut pas régler les questions climatiques si on n'embarque pas les populations et donc si on n'a pas des réponses en termes de développement. C'est une évidence. Mais comment on fait donc aujourd'hui, y compris pour mieux intégrer finalement ce qui est la représentation culturelle, non pas uniquement des minorités, mais aussi des majorités dans l'action qu'on mène? Ça, c'est assez redoutable comme question. C'est globalement, souvent, dans les salles un peu écolo, je suis Baudor, je vois un peu le type de salle,
dire il va falloir être un peu plus bienveillant pour la famille périurbaine avec ses 2 SUV et son barbecue, parce qu'à force de leur taper dessus, ils finissent par très très mal voter et ils n'iront pas dans la transition. C'est obligatoirement une remise en cause, y compris culturelle, de la manière dont on fonctionne. Parce qu'ils ont aussi des droits à épanouissement et ils ne partent pas sur le même cadre, tout à fait exactement le même cadre de valeur. Donc je pense que ces questions-là, aujourd'hui, elles sont vraiment sur la table, y compris de notre approche territoriale. Je prends un autre exemple. Parce que la famille périurbaine, elle est loin, mais dans les droits à épanouissement, il y a la mobilité. Ça, c'est très très clair. Vous voyez tout le XXe siècle. Pouvoir se déplacer, aller voir d'autres, c'est un facteur d'épanouissement énorme. Donc, les urbains vont à Barcelone. Qui n'a pas passé un week-end à Barcelone? Du coup, même, c'est difficile à gérer sur place. Tout le monde a envie de découvrir le reste du monde, et je trouve même que c'est assez logique en termes culturels. On est quand même une espèce qui génétiquement a tendance à vouloir aller de l'autre côté de la colline voir ce qu'il y a. Mais ce droit à mobilité, il se fracasse un peu sur un certain nombre d'enjeux climatiques et environnementaux. Donc comment on part plus pragmatiquement, sans être donneur de leçons, finalement de volonté d'épanouissement qui ne colle pas avec les grands enjeux? Je pense que c'est un des grands enjeux culturels du moment. Et que je pense que ça se joue beaucoup à l'échelle des territoires. On a une vision plus fine, finalement, du socle commun sur le territoire. Et donc, de trouver à partir de là de nouvelles voies pour faire, finalement, que non seulement on soit en respect des minorités, ce qu'on fait vraiment, c'est-à-dire les savoirs indigènes, éviter qu'au nom du climat et parce qu'il faut capter du carbone, on ait des gens qui rasent des forêts primaires pour mettre des essences d'arbres à croissance rapide. Tout ça, on l'a dans notre logiciel, c'est évident qu'on le défend sur toutes les estrades du monde. Mais aller plus sur, finalement, y compris dans un rapport à la consommation qui n'est pas non plus scandaleux, c'est-à-dire, des fois, on a envie d'avoir un peu plus que ce qu'on a. Toutes les études montrent que le pouvoir d'achat reste un enjeu pour tout le monde. Comment on va plus, finalement, de manière plus bienveillante, y compris sur des cultures dominantes, dans ce cadre-là? Je crois que c'est une question qui est vraiment sur la table, y répondre, c'est pas être démago ou populiste, il y en a suffisamment en face qu'ils sont, mais c'est aussi éviter que finalement les populistes puissent avoir une offre politique pour des gens qui se sont agressés et incompris par nous-mêmes. Et je pense que dans l'évolution de notre rapport au droit culturel, cette question-là est en train de monter. Elle va aussi monter beaucoup sur l'adaptation au changement climatique, parce que l'adaptation au changement climatique, et là c'est vraiment à l'échelle de territoires qui connaissent des situations extrêmement diverses, des risques et des mutations extrêmement diverses, l'adaptation ne marche pas si on n'a pas une connaissance culturelle très précise de son territoire et des interactions entre acteurs. Donc c'est pour moi, moi je suis ravi de votre événement et tout le travail que vous faites dans la durée. Je pense qu'il faut effectivement défendre encore plus le fait que la culture est un des facteurs incontournable de la transition, mais en disant ça, se remettre aussi en cause dans le fait que finalement on n'a pas non plus réussi, qu'on a manqué peut-être de bienveillance vis-à-vis de gens, notamment de classe moyenne, qui ont des envies sur leur propre épanouissement, je reprends les mots de l'introduction, et qui du coup ne prennent pas notre offre de transition. Avec un débat comme ça, on peut y passer la nuit. Merci. Merci. Alors, on pourrait nommer d'autres catégories que les SUV dans ceux qui ne prennent pas parce que peut-être qu'ils n'ont pas fabriqué avec ces offres. Le fait de poser la question en termes d'offres et de demande pose sans doute question, mais on va y revenir dans le débat. La parole est à vous. Questions, interventions. Alors, comme on n'a pas de micro sans fil, et si ça ne vous dérange pas et si ça ne vous intimide pas... Ah bah si, tiens, regarde. Tout à l'heure, j'en avais pas, mais la salle est mieux équipée ici. Donc, voilà, ouais, bien sûr. Faites-le tourner, ou je vais venir dans la salle pour le faire tourner, moi. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les quatre. Voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir déjà été un peu formée au droit culturel et de continuer à me former en vous entendant, donc ça fait beaucoup de bien. J'ai une question un peu provocatrice peut-être à Ronan Dantec.
Je travaille dans une ville verte, la plus grande ville verte de France. Et pourquoi les élus s'emparent si peu de cette question des droits culturels et pourquoi même les directions générales il s'agit de Lyon, évidemment. C'était inscrit dans le plan de mandat, mais ça a été mis dans la culture en disant on va organiser des états généraux de la culture. Bon, ça a été un flop total, mais le maire, ses équipes s'en emparent très peu. Voilà, donc je voulais savoir pourquoi au sein des partis, et dont le vôtre, puisque malgré tout, c'est là que ça se passe. J'y suis pas. Ah, vous n'y êtes pas, mais vous n'êtes pas très loin de cette sensibilité-là. Parce qu'il me semble que c'est aussi là que ça se passe, que vous commenciez par parler des grandes rencontres écologiques, mais en tout cas, voilà, vous entendre là-dessus. Alors, je ne vais pas parler quand même pour les élus lyonnais, surtout qu'il y en a des très très bien. Non, mais c'est vrai aussi au plan national. Pourtant, il me semble qu'avec... c'est Chloé Vidal qui est en charge de la prospective. Pour avoir discuté longuement avec elle dans une deuxième partie de soirée, là où on est le plus créatif, cet été. Mais Christelle sait que je suis plutôt créatif dans les deuxièmes parties de soirée. Donc, il me semblait quand même qu'il y avait des prises en compte. Mais pour répondre à la question, c'est que pour le mouvement écolo en général, il y a peut-être des représentants dans la salle. Puis on est tous un peu issus culturellement de ce mouvement-là, qui est aussi d'essence libertaire, qui met bien l'épanouissement individuel au cœur. Et on est nourri de ça depuis... je considère que l'écologie politique, elle se raconte dans l'histoire de la gauche depuis les socialismes autogestionnaires du 19e siècle, et qu'elle est ce courant libertaire qui fait de l'épanouissement individuel et de la liberté individuelle, et donc des diversités avec plein de S, le socle. Pourquoi malgré tout, sans parler de Lyon en particulier, je n'ai pas de vision des politiques lyonnaises en particulier, moi il me semble quand même, c'est effectivement ce que j'ai dit précédemment, ce que je dis maintenant un peu sur toutes les scènes. Donc si vous n'êtes pas obligé de revenir la prochaine fois, je vais dire la même chose, même si le sujet n'est pas le même. C'est qu'il faut choisir entre être l'avant-garde éclairée de la contre-culture, ou se dire on est là dans l'urgence pour créer des majorités de transition, et ce n'est pas le même discours culturel. C'est pas le même discours culturel. Et qu'on est tellement marqué par une culture de... J'en ai fait partie, hein, j'ai connu le fait de me présenter, de faire 3,5%, 4,2%, 4,8% de merde, on n'est pas remboursé. Donc je connais le fait d'être minoritaire, je le connais bien. Maintenant, je suis installé au Sénat depuis longtemps, je suis un peu moins minoritaire. Mais je crois qu'on n'a pas réussi, il y a un truc qui bloque, effectivement, dans le fait de passer d'avant-garde éclairée, qui finalement stigmatise quand même un peu, pour lui rendre... C'est un peu le bof de Camus quand même, de Camus, pas de Camus. Camus est important dans cette histoire, mais là c'est le bof de Camus. On s'est nourri quand même de quelque chose où on stigmatisait une manière de vivre, le SUV, et qu'on est en train de se prendre politiquement plein pot une rupture culturelle avec une part importante de la population. Et que là, face à ça, soit on se replie encore plus et on dit, je suis caricatural et provocateur en disant, mais ils sont vraiment très cons, ils comprennent vraiment rien, soit on se dit, c'est nous qui sommes en train de nous planter et il va falloir changer de discours. Ça ne change rien à la radicalité de la transition à mener, à l'importance des politiques publiques. Je ne dis pas ça pour qu'on réduise les politiques publiques à mener, mais je crois que là, il y a culturellement un problème, et il y en a un deuxième, mais je suis un peu long dans ma réponse, mais c'est un sujet qui me passionne, c'est la rupture culturelle entre l'urbain et le non-urbain. Je ne dis pas le rural, je dis le non-urbain, périurbain et véritable rural, mais c'est surtout du périurbain, surtout du périurbain. Dans le pays nantais, tout le monde est en périurbain. Il n'y a pas de vrai rural, tout le monde est en interaction avec la ville. Et cette rupture-là, elle est extrêmement importante aujourd'hui. Là, les modes de vie se séparent, les envies se séparent, les interactions sociales se séparent, et il faut faire extrêmement attention à ça. Et ça répond peut-être à la question lyonnaise aussi, où finalement, mais Nantes, même si on a mis quand même, nous, une vice-présidente à l'Alliance des territoires, c'est pas pour rien, pour essayer d'éviter cette coupure-là. Je crois que, je dis pas que Nantes, on est mieux que les autres, hein, c'est pas du tout, je m'en voudrais de ça. Ce serait,
Ça détruirait tout le reste du discours. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on fasse très attention à la rupture culturelle entre la ville et les territoires de ceux qui n'ont pas les moyens de vivre dans la ville. En écho à ce que vous dites, vous avez dit tout à l'heure, on ne veut pas être donneur de leçons. Je voudrais répondre à ça. On doit être partageur de leçons, ce qui est évidemment complètement différent. Et si on reste dans le flou du culturel, on n'y avancera pas. Dans le domaine justement du changement climatique, pour dire les choses de façon gentille, il s'agit de déployer l'éventail des sciences qui sont en jeu directement, des sciences physiques, des sciences naturellement, des sciences du vivant, mais aussi des sciences sociales et politiques, et pour montrer qu'à chaque discipline, vous avez cette double facette d'un savoir qui a à la fois la capacité de dénoncer ce vers quoi on va si on n'y prend pas garde, mais en même temps la faculté d'annoncer. Et quand on fait l'opposition, effectivement, entre les milieux non urbains et urbains, et où qu'on parle, au ministère de la Culture, on parlait des déserts culturels, comme si dans les campagnes on était forcément sous-cultivé, eh bien, au contraire, en montrant quelle est l'importance d'un arbre, quelle est l'importance de ce qu'on découvre aujourd'hui, ce qui est absolument magnifique et merveilleux dans les sciences du vivant et les rapports entre vivant et société, on a des liens de contact. Donc, au lieu simplement, effectivement, de critiquer les porteurs de SUV, c'est vrai que c'est toujours facile de dénigrer, mais on n'arrivera à rien si on n'a pas d'abord une capacité d'annoncer. Et l'aspect, disons, progressiste, l'aspect rationaliste de la modernité, disons, de croire qu'un progrès est possible, non pas qu'on y va, parce que peut-être qu'on ne va pas y aller du tout, mais là où il y a du progrès possible, c'est plus de savoir, oser savoir. C'est bien la devise de la modernité que rappelait Kant, n'est-ce pas ? Oser savoir, pourquoi ? Parce qu'oser savoir, c'est dire, on est vraiment tous des idiots, on est face à des crimes épouvantables, à des dénis épouvantables, et en même temps, il nous faut donc du courage pour accepter qu'il y a tellement de choses plus belles et plus fortes à faire. Moi, je crois beaucoup que le vecteur, ici, le vecteur puissant, la puissance des ressources culturelles, ici j'ai parlé des ressources de sciences dans tous les domaines de l'éventail scientifique qui devraient concourir aux sciences politiques, normalement, si on avait des disciplines bien structurées, bien complémentaires, bien organisées, c'est le premier facteur. Il faut oser être normatif. Quand la culture de Bush, ce n'était pas de la culture, quand Trump disait, vous vous rappelez, dans son premier mandat, 2 petits degrés climatiques, à quoi ça correspond ? À rien du tout. Mais quel crétin, je veux dire. La bêtise tue, n'est-ce pas ? Et là, je vous rejoins, nous sommes tous responsables de l'ignorance d'autrui. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Ouais, pour vous inviter à réagir, je veux bien juste filer le fil de la question de l'offre et des méthodes, parce qu'en fait, quand on pose les questions en matière d'offre et de demande, on ne fabrique pas de citoyenneté en général. Et moi, à mon avis, au-delà du SUV, la question, elle est de fabriquer ensemble et d'ouvrir des espaces conflictuels sur les visions du monde, mais qui soient animés et Pardon, je suis partie parce que je veux que Mylène entende aussi, mais des espaces co-animés par des gens qui n'ont pas forcément les mêmes visions. Fatima Ouassak, que vous devez connaître peut-être les uns ou les autres, qui notamment parle d'écologie pirate en regrettant fort que les quartiers populaires et leur vision et leur manière d'investir ces champs-là ne fassent pas partie des grandes tablées qui pensent, alors là, ça devient écologie et droit culturel, notre échange, mais en tout cas, cette question de la participation au travail avec des vraies places laissées à des visions qui peuvent éventuellement rentrer en conflit et qu'on aurait le rôle peut-être d'animer au niveau territorial dans les collectivités. Enfin, c'est un peu ma marotte en ce moment de dire il faut absolument qu'on arrête de faire
pas de vagues. Si les collectivités et les lieux culturels notamment ne sont pas des espaces de débat, la démocratie c'est déjà un peu mort en ce moment, mais ça ne va pas se réveiller en fait. Si on cherche toujours ce consensus gentil, charmant, qui correspond à nos visions bourgeoises, on va le dire, blanches, beaucoup, trop, et sans doute assez monoculturelles aussi, on n'y arrivera jamais à faire exister ces démarches de transition. Mais peut-être que vous avez des réflexions là-dessus. Mylène. On n'est pas au niveau du consensus ou du dissensus, on est dans la bouillabaisse. Ce qu'il nous faut, c'est du débat instruit, c'est ça qui compte. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire, vont développer une idéologie fermée, ou au contraire opposer les idéologies. Du dissensus, on en a et ô combien, mais c'est le lieu commun qui nous manque. Mylène. Est-ce que je peux? Oui. Parce que je voudrais répondre aussi à ce qu'a dit Renaud Dantec sur la question du mode de vie non négociable. Parce que oui, c'est vrai que c'est un argument. Et au nom de la culture, on fait beaucoup de choses. On a beaucoup de revendications au nom de la culture. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, je préfère parler des droits culturels que de la culture, parce que c'est qui derrière la culture? C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est en fait qui décide et qui est impacté. Et en fait, qui n'a pas passé un week-end à Barcelone? En fait, beaucoup de monde aussi n'a pas passé un week-end à Barcelone. Donc, on est vraiment dans des sociétés qui sont clivées. Et comme le dit justement Christelle, et là j'ai exactement ce que je voulais dire, c'est ce qui compte, c'est d'ouvrir ces espaces de discussion qui va permettre de dire et de déconstruire ces discours, parce que même dans le cadre américain, c'est quoi le mode de vie américain? Si on pose la question aux Américains, ils vont venir avec des réponses extrêmement diverses, parfois controversées, qu'il faut prendre en compte. Donc, ce n'est pas seulement les minorités, c'est aussi les majorités. L'approche par les droits culturels est très claire là-dessus. On parle des droits culturels universels, donc de tous. On ne travaille pas seulement sur le droit des minorités. Mais c'est important aussi de prendre la dimension locale. Donc, je reviens sur ce que Jordi a dit. C'est facile de dire le mode de vie, c'est ça. Et ça va être toujours un discours très par le haut des gens qui sont en position de pouvoir, qui vont dire le mode de vie, c'est ça, on va continuer comme avant. Donc, c'est important en effet d'ouvrir ces espaces de discussion. Je ferai une petite aussi aparté pour dire, en fait, moi, je n'ai pas utilisé le terme épanouissement personnel. J'ai utilisé le terme identité culturelle, seule et en commun, qui a une dimension collective dont la notion d'épanouissement personnel n'est pas porteuse. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Voilà, merci beaucoup. Peut-être profiter de l'opportunité d'avoir un sénateur et un philosophe assis à la même table pour rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites et suggérer une autre question sur la question du savoir, des savoirs que tu développais, Patrice. Ce qui me frappe en ce moment, c'est la réduction des modèles et le fait que certains modèles, aussi crétins soient-ils, puissent être prévalents et l'emporter sur l'enjeu du débat, l'enjeu de que fait-on des lieux culturels comme endroit de débat, comme tu le suggérais, Christelle. Du coup, je me pose vraiment la question de modèles existants à inventer et quand ils sont existants, à pouvoir mettre en avant. Qui a cette possibilité aujourd'hui, et je me tourne vers l'élu, mais pas que, comment ça se passe dans la démocratie, dans les cités? Est-ce qu'il y a dans les alternatives qui sont vécues, proposées, des modalités pour questionner les modèles et faire en sorte que pour une majorité de population, les modèles existants ne soient pas gravés dans le marbre et avec une dimension, une manière de positionner le pouvoir qui serait forcément écrasant, qui serait forcément dominant, qui serait forcément une référence pour toute la vie, sur des générations, sans que personne n'ose, au-delà du savoir, oser le savoir, oui, mais oser le faire savoir et oser emmener et oser proposer. Et est-ce que ça, c'est possible et comment? Merci Sonia, je vais la faire courte.
le lien entre science, démocratie et modèle, c'est ça. Ça veut dire que d'abord les sciences ne sont pas meilleures que les autres, et dans chaque domaine culturel, on trouve le pire et le meilleur, y compris dans nos universités, y compris dans nos entreprises, etc., y compris dans nos politiques. Donc la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que c'est qu'une ressource culturelle de qualité? Et c'est là qu'on peut être normatif. Et de qualité, je dirais, de façon très synthétique, une ressource culturelle est de qualité lorsqu'elle instruit un espace d'interprétation et donc de création. Donc elle instruit un espace de débat, revient, mais un débat instruit. Voilà. Ce n'est pas simplement la valse des opinions. On établit un débat dans les règles de l'art, c'est-à-dire on va faire une recherche commune d'objectivité. Non pas de vérité parce que c'est inaccessible, mais on est capable de construire ensemble un objet de savoir qui tient la route, qui permet d'avancer, alors qui va produire des théories, des modèles, des modes opératoires, des façons d'expérimenter, des expériences cliniques, etc., etc. Mais chacun de ces produits, disons, scientifiques, si je prends les sciences, mais ça va être dans d'autres domaines aussi, ça peut être dans les arts aussi. Un art de qualité ouvre un espace d'interprétation et de création, donc un espace d'opposition, ce que tu disais, mais il l'instruit. Ça veut dire qu'à la fois qu'on ouvre le débat sur des diversités de diversité, on cherche un lieu où ces diversités vont pouvoir se mettre en confrontation et donc en synergie. Donc il faut retrouver la notion de commun ici, des biens communs qu'on développe aujourd'hui, non pas comme seulement du bien collectif, mais comme quelque chose qui est extrêmement important à l'intime de chacun, le droit de savoir, et qui est en même temps tout à fait essentiel au niveau collectif, au niveau de toutes les communautés, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc les modèles se critiquent. On a des modèles économiques, ils commencent à être remis en cause, mais bien trop modestement, alors qu'il faudrait faire un sacré coup de balai là-dedans. Voilà. Les modèles politiques, j'en parle pas, c'est la cacophonie complète. Je me permets, je facilite, je ne suis pas intervenante moi, mais j'ai quand même très envie de faire un petit commentaire. Excuse-moi Patrice, on montre un espace de débat. Quand tu dis des espaces de débat, oui mais instruits, tu intimides, je pense, les personnes qui vont penser qu'elles ne sont pas instruites pour participer au débat. Et ça, je sais que ce n'est pas ce que tu portes, mais c'est un des gros problèmes, de se sentir légitime pour participer du débat. Donc le mais instruit, même si on souhaite produire ça, à mon avis, est problématique. Alors je le maintiens, mais je vais prendre un... Eh oui, parce qu'un mot qui n'est pas problématique n'est pas intéressant. Chaque mot lui-même ouvre un espace de débat, et c'est, merci, un très bon exemple. Je vais prendre l'expérience clinique. Alors qu'on a en médecine, par exemple, mais qu'on a aussi en droit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va effectivement faire en sorte que le patient qui arrive à l'hôpital n'est pas simplement quelqu'un qui n'est pas instruit, mais c'est aussi quelqu'un qui va instruire. Il va instruire les soignants de sa situation, de sa maladie, de son expérience. De même qu'un étudiant en droit qui va entrer dans une clinique juridique, il n'est pas simplement quelqu'un qui va s'instruire. Oui, il est d'abord quelqu'un qui va s'instruire. Parce que pour pouvoir instruire les autres, il faut commencer par accepter de se faire instruire. Donc, et le mot est puissant et très fort et on en a besoin. Mais il va lui-même instruire les autres de sa quête d'esprit juridique, d'expérience, de confrontation, de débat. Et vous pouvez prendre ça dans tous les domaines. Un enfant, il est clair que personne ne va nier qu'un enfant doit instruire ses parents. Donc il faut mettre en réciprocité chacun de ces concepts, parce que si on les écarte, on écarte tout un espace de savoir. Ouais, il me semble quand même que la question qui était posée, c'était la question posée à la puissance publique. Elle est quand même en grande difficulté, la puissance publique, par rapport à un monde qui évolue à une vitesse grand V. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a, et ça c'est dans les capacités de la puissance publique, de dire qu'il faut redonner une culture d'objectivation du débat.
Rien que ça, déjà. Donc ça, c'est d'abord l'école. Enfin, il faut quand même. L'école reste un socle absolument essentiel. C'est aussi tout ce que les collectivités peuvent faire autour des muséums, de la culture scientifique, de la culture du débat, où là, les collectivités sont quand même des acteurs qui ont pris de l'importance, et souvent en synergie, évidemment, avec l'école. Une fois que j'ai dit ça, c'est bien ce que j'ai dit, on fait à peu près, mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour plusieurs raisons. D'abord, on a quand même des réseaux sociaux qui ont pris une importance extrêmement importante, et on n'y reviendra pas. On n'y reviendra pas. Y compris, on se nourrit nous aussi tous, beaucoup des réseaux sociaux. On a l'impression de savoir à peu près les gérer, de ne pas trop se faire embringuer, même si ça nous arrive certainement à tous, ici et là, de prendre pour argent comptant quelque chose qui nous semblait raisonnable. Mais donc, on a des effets de clan par les réseaux évidents. Et une contestation de l'objectivation quasi immédiate, y compris dans la salle de cours. S'il y a le portable, il y aura toujours un élève pour dire mais monsieur ou madame, c'est pas vrai ce que vous dites. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc sur Internet là immédiatement. Donc, c'est quand même une organisation des choses qui a évolué en grande vitesse, qu'on n'a pas encore absorbé. C'est évident qu'on ne l'a pas encore absorbé. Et qu'il faut réussir à trouver le moyen de casser les logiques de clan pour revenir effectivement à l'agora et une objectivation du débat sur l'agora. Après, jusque-là, normalement, vous êtes à peu près d'accord, on est à peu près tous d'accord entre nous. Mais là non plus, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, on se tape des complexités absolues et en poupée gigonne. C'est-à-dire, dès qu'on trouve stabilise notre théorie, on voit bien qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Il y a je reviens à mon point de départ, il y a un vrai problème de reconnaissance d'identité aujourd'hui. Ça, c'est un élément socle. Des identités de population qui ont effectivement une histoire qui est de l'autre côté de la Méditerranée et qui, principalement pour des raisons sociales aujourd'hui, ont l'impression d'être évidemment méprisées. Des identités périurbaines qui ont aussi le sentiment d'être méprisées par ceux de la ville. Et donc dans ce moment de l'objectivation du débat, revient aussi toutes les questions de reconnaissance d'identité ou d'identité négative. Et donc, il faut gérer tout ça en même temps. Je n'ai pas de réponse à cette complexité-là. Déjà, essayons de la poser pour voir effectivement sur quoi on peut agir. Première chose, c'est certainement l'école. Probablement essayer de réguler plus médias et réseaux sociaux. Il va falloir quand même qu'on y aille sur les fake news, sur des choses qui sortent tout à fait du cadre. Donc ça, c'est dans les capacités de la puissance publique. Mais tant qu'on sera en soubassement sur des champs de non-reconnaissance, d'aigreur sociale, ça va quand même être très compliqué. Jordi et Mylène, je ne sais pas dans quel ordre, mais vous aviez tous les deux. Je voulais tout simplement constater l'énorme progrès du débat sur la place des droits culturels dans la conversation mondiale sur le développement. Ça fait 15 années, il n'y avait pas une rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits culturels. Ça fait 15 années, le réseau Culture 21 France tout justement commencé ses travaux. La FNADAC y travaille. Je vais constater cela. Je vais aussi mentionner deux personnes, Pascal Boniel-Chalier et Chrysaline de Lille, parce que tous les deux ont été très importantes dans le parcours que CGLU a fait aussi et accompagné cet avancement, ces progrès qui est la responsabilité. C'est un chemin fait par toutes et tous. C'est seulement ça. Mylène, tu avais levé la main. Oui, brièvement, sur les espaces de discussion, oui, pour ajouter, c'est vrai que je voudrais juste souligner deux choses. C'est que consulter, faire participer les gens, ce n'est pas une case à cocher sur un formulaire,
mais c'est vraiment un processus très approfondi qui prend du temps et qui demande justement, comme encore Renan Dantec l'a dit, la prise en compte, la reconnaissance des identités. Donc, comment on consulte, avec quels outils, comment on permet aux gens de participer à ce débat instruit. Et puis, je voulais rappeler quand même, parce que ça, c'est mon rôle quand même de le rappeler, c'est que ces espaces de discussion, ils peuvent prendre appui aussi. Il y a des engagements internationaux en matière de droits humains qui doivent toujours être pris en considération. C'est-à-dire qu'il y a quand même des normes indépassables qui sont celles relatives aux droits humains, et notamment les droits culturels. Merci. Merci, c'est précisément l'objet de cet échange, de pouvoir prendre conscience de ce qui existe pour s'appuyer dessus aussi. Et on fera peut-être un petit partage de ressources un peu plus complet que ce qui est actuellement sur le site de la FNADAC. Mais Johanna voulait proposer quelque chose. Allô ? Oui. Je me pose toujours la question de parler culture qu'entre personnes de la culture. Et du coup, là, moi, ce que je ressens, c'est cette question de transmettre, de faire infuser les droits culturels ailleurs pour que ce soit dans la conscience de tout le monde et que ça devienne un automatisme. Mais du coup, alors moi, en travaillant en intercommunalité, un des premiers partenaires avec lequel on travaille, c'est l'éducation nationale. À quel moment, ou est-ce que vous avez l'impression que la question des droits culturels, est-ce que les enseignants ont les conditions de pouvoir s'en emparer ? Moi, je trouve que l'enseignement français est encore assez descendant. Enfin, on dit que tout le monde que l'enfant apprend aussi aux parents et inversement, mais que dans la manière de faire, on est encore très l'adulte dit ce qu'on doit faire et l'enfant écoute et intègre. Est-ce qu'on n'est pas en train dès le départ d'apprendre à ignorer nos propres identités si on ne donne pas une place aux droits culturels, aux réflexions sur le droit culturel dès la petite enfance. Enfin, voilà. Je ne connais pas trop ce domaine-là, mais du coup, voilà, j'avais cette question-là. Et peut-être que d'ailleurs, ce serait chouette, Mylène puisse en dire un mot, notamment par rapport à la rapporteure spéciale au droit à l'éducation, qui est très sensible au droit culturel, au rapport que vous avez fait avec la collaboration de Patrice il y a 2 ans. Attends, j'ai pas tourné l'ordinateur, donc je sais pas si tu m'entends. Après le texto qui raconte l'interpellation sur la place de la formation des droits culturels auprès des enfants et des éducateurs, en gros, pour faire large. Peut-être que vous pouvez mentionner le travail que vous avez fait justement avec la rapporteure spéciale au droit à l'éducation, le rapport qui est sorti il y a 2 ans, et puis peut-être les axes du travail d'aujourd'hui avec Farida Chahid. Oui, c'est vrai, on a travaillé avec Farida Chahid, donc, qui est la rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation, qui était en fait la première rapporteure spéciale sur le droit culturel, donc elle est très sensible à cette question sur en fait, le droit à l'éducation comme droit culturel ou la dimension culturelle du droit à l'éducation. Avec en fait, je laisserai la parole après à Patrice parce qu'on a eu beaucoup d'échanges là-dessus, c'est que l'éducation doit faire la place qui doit être la sienne à la diversité culturelle. On se rend compte qu'en effet, beaucoup de systèmes éducatifs sont en fait des machines à assimiler, qui ne respectent pas la diversité des savoirs, ne permettent pas la transmission de la diversité des savoirs. Donc, il y a toute une série de recommandations faites sur l'importance justement qu'il y a de reconnaître cette diversité, avec toujours cette idée de l'apprenant dans les 2 sens du terme, en tout cas en français, celui qui apprend a et celui qui apprend de, donc vraiment dans les 2 sens. Patrice, je pense que tu vois que tu as le micro, que tu veux aussi ajouter un mot. Oui, très brièvement, vous avez une très belle dialectique. Vous pouvez avoir une approche descendante, vous pouvez avoir au contraire une approche qui va être dite horizontale, mais il nous manque le 3e terme. Le 3e texte, c'est que les 2 apprenants, celui qui est en train d'enseigner à d'autres et celui qui cherche à apprendre, qui veut dire que celui qui est en train d'enseigner à d'autres, il est aussi en train d'apprendre comment enseigner et comment écouter le niveau, la pertinence de la question de celui qui vient pour se faire enseigner. Et bien le 3e thème, c'est la discipline culturelle étudiée. Ce qui fait que cette grande différence entre le maître et l'élève, pour simplifier, ils vont se trouver en égalité
par rapport à la discipline qui leur est commune. Voilà. Où ils découvrent un commun dans lequel les inégalités, des gens qui seraient justement humiliés parce qu'ils ne savent pas, peuvent devenir justement enthousiastes parce qu'ils peuvent apprendre à savoir. Et donc il y a en quelque sorte différentes façons de découvrir, que ce soit les mathématiques ou la musique, il y a différentes façons de les découvrir, différents chemins, mais qu'il y a possibilité. Autrement dit, il y a un potentiel d'infini dans chaque discipline culturelle. Voilà. Et qui n'est pas simplement un truc comme ça théorique, oui c'est théorique, mais qui fait qu'on peut se rencontrer les uns ou les autres parce qu'on apprend effectivement en réciprocité. Voilà. Mais en réciprocité très nettement asymétrique. Parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on donne, on donne autre chose que ce qu'on reçoit, et c'est ça qui fait l'enrichissement. Voilà. Et ça, vous avez, on pourrait dire, la magie du développement culturel. Et ce qui fait que les droits culturels ont un effet de levier sur le développement, et que par contre, le mépris des droits culturels a un effet de blocage sur le développement. On a très à cœur, comme vous le savez, certains d'entre vous, de produire des outils méthodologiques pour travailler les droits culturels à l'échelle des acteurs, des collectivités, mais aussi des réseaux d'acteurs et des éducateurs notamment. Et comme effectivement l'éducation nationale, c'est pas simple de rentrer dans le bunker, c'est vraiment ça. Enfin, voilà, depuis une dizaine d'années, nous on fait de l'accompagnement territorial et on a eu 4 profs sur des milliers et des milliers de personnes. Enfin, j'exagère un peu, mais presque pas. Donc on a décidé de rentrer dans les classes parce que sinon on n'y arriverait pas. Et on s'est aussi dit qu'il fallait absolument que les enfants entendent parler de droits culturels dès la petite enfance, parce que si on attend seulement de constater que c'est un néant à l'âge adulte, ça ne suffira pas. Et donc on a construit, je viens de vous le mettre par terre, c'est un kit pédagogique à destination des éducateurs sur les droits culturels, avec un jeu et des petits livrets d'activités, alors qui rendent les choses assez simples, pas trop simples quand même, mais pour autant qu'il y ait un seuil d'accès au sujet dans des formats courts et des formats rapides d'accès, qui après dans les documents citent des ressources qui permettent de complexifier, mais ce kit pédagogique s'appelle Dédale dans les droits culturels et sera bientôt disponible en accès libre, imprimable et commandable imprimé à prix coûtant. Voilà, donc c'est un développement, un travail qu'on a fait avec la ville de Grigny, la cité éducative de Grigny, avec une école de Grigny, et qu'on développe sur d'autres territoires dans les Hauts-de-France, bientôt à Rouen, à Lyon, on aimerait bien. Donc c'est un travail vraiment depuis 2-3 ans de terrain pour développer ces outils et porter cet enjeu-là, absolument. Alors il y a d'autres choses, hein. Ce rapport produit il y a 2 ans par la rapporteure spéciale au droit à l'éducation est vraiment un outil très précieux, je pense, aussi. Une dernière où on doit clôturer, peut-être un mot de conclusion, je crois, hein, je n'ai pas le droit de repasser le micro pour les questions, mais un mot de conclusion peut-être de nos précieux intervenants. Tu veux ouvrir, Jordi ? Oui, mais très, très brièvement, pour dire que le chemin continue, que le défi d'écrire une proposition en profondeur de l'objectif culture est ouverte et que vous êtes invités à y participer, et que le défi d'écrire un cadre référentiel pour les droits culturels et les transitions en guide est aussi ouverte, et qu'on va y travailler avec Christelle, avec tous ceux qui souhaitent y participer. Vous êtes bienvenus. Peut-être dire 2 choses. D'abord, en écho à ce que vient de dire Jordi, c'est l'occasion de rendre hommage à tout le travail fait par CGLU et par l'ensemble des réseaux. Très important, le réseau, de travailler collectivement, de sortir de son propre silo, de son propre territoire. À l'échelle internationale, les droits culturels, dans les grandes négociations, je pense qu'on a quand même réussi à entrebâiller la porte. Il faut évidemment être vigilant, il faut toujours vérifier qu'on n'en reste pas qu'aux principes qui sont bafoués sur le terrain, mais globalement, on a quand même eu de vrais progrès. Et là, l'ONU est là pour rappeler les cadres, et c'est tout le travail qu'on a pu faire à l'échelle internationale. Ce qui prouve à quel point il est important de prendre l'avion.
parce que tout ça ne peut pas se traiter par visio. Christelle m'a dit que ce matin, vous aviez eu droit à une introduction, comme quoi ce n'était pas bien de prendre l'avion. C'est une catastrophe. Hein. Si on reste chez nous et qu'on ne traite que par visio, je peux vous dire, le monde va aller encore plus mal et qu'il vaut mieux cramer quelques centaines de tonnes de CO2 de plus, sinon on va régresser. Fin du message pour, si vous voyez, je ne le connais pas, celui qui est intervenu ce matin. Mais heureusement qu'on a une culture internationale portée par l'ONU, portée par nos réseaux. C'est absolument essentiel. Ça, c'est pour l'échelle internationale. Où là, je ne suis pas trop pessimiste. Je pense quand même qu'il y a des choses qui avancent et qu'on comprend que climat, biodiversité, ODD, par exemple, c'est le même narratif. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a avancé. Après, à l'échelle nationale, c'est un peu votre question. Là, je suis beaucoup plus pessimiste à ce stade, et globalement à l'échelle de pratiquement tous les pays. Au départ, je pensais qu'il y avait une spécificité française. J'ai même travaillé là-dessus dans un autre moment de ma vie, sur le fait que la France était un pays particulièrement peu ouvert à la diversité, qui s'était vraiment construit sur la négation des diversités internes ou externes au moment des conquêtes coloniales. Mais quand on voit comment l'ensemble de l'Europe et l'ensemble du monde occidental évoluent, on se dit qu'au final, malheureusement, c'est pas si différent ailleurs. Il me semble qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'a plus ou on n'a pas une vision commune de l'articulation droit-culture. Ça, c'est absolument essentiel. Dans le modèle qu'on porte ici globalement, on dit des droits communs. Le droit n'est pas lié à la culture, à l'identité de chacun. Et après, des diversités d'identités individuelles ou de communautés. Diversité sexuelle, diversité culturelle, sociale, tout ce qu'on veut. Ça, c'est notre modèle. En face, il y a un autre modèle, et qui reprend du poil de la bête. L'autre modèle, c'est de dire, il y a un socle culturel dominant qui tolère plus ou moins d'autres identités. Et ce groupe politique-là a repris du poil de la bête. On pensait historiquement, depuis les années, depuis les années 60, même si ça vient de plus loin, qu'on gagnait là-dessus, difficilement, mais progressivement. Or, on est plutôt là-dessus maintenant en défensif. Or, ce deuxième groupe, évidemment, il a besoin de stigmatiser toute identité qui n'est pas sur le socle commun et qui est vue comme une menace. Et les principales sont certainement les identités sexuelles. C'est probablement là que la menace est la plus forte. Mais c'est surtout... Moi j'ai poussé le fait qu'on adopte au Sénat la loi Molac sur l'enseignement des langues régionales. Ça a été une belle victoire au Sénat. On n'y croyait pas sur le coup, mais on est passé. Blanquer a quand même saisi le Conseil constitutionnel dans la foulée et il a gagné en partie. Donc on voit bien qu'il y a une idéologie encore extrêmement présente en France et sur un spectre politique finalement assez large, qui est de dire il y a quand même un socle culturel principal qui tolère d'autres identités, mais il ne faut pas qu'elle soit trop emmerdante et trop envahissante. Et le terme envahissant est beaucoup utilisé. Et que si on perd ce combat-là, tout ce qu'on est en train de se dire, ça va être très compliqué. Et qu'effectivement, à un moment, il faut assumer, il y avait la question sur Lyon, je ne doute pas que Lyon, on partage les mêmes valeurs avec l'équipe actuelle, il faut assumer dans nos politiques culturelles territoriales d'être clairement sur le premier modèle. Et que les politiques culturelles qu'on développe, c'est donc de la politique, correspondent à cette vision-là et pas à la seconde. Et je pense qu'on est vraiment dans un moment compliqué et dangereux et qu'il faut reprendre l'offensive là-dessus parce que sinon on va avoir des moments très très difficiles. J'aurais d'abord un propos beaucoup plus pessimiste parce qu'il y a un domaine dans lequel on fait très bien le lien entre droit et culture, c'est quand il s'agit de les violer. C'est ça ? Les situations de guerre aujourd'hui ont été introduites par des dizaines et des dizaines d'années de violation des droits culturels, de distorsion des mémoires, de reconstruction de mémoires collectives fantaisistes, etc. Bref, de discrimination massive qui vont jusqu'au génocide. Donc là, on est dans les violations, on fait le lien parce que c'est tout pris.
Alors ça, c'est un point. Ceci dit, je suis bien d'accord avec vous qu'il y a des progrès énormes qui se sont faits, malgré le fait que les États croient de moins en moins à leur organisation, voilà, de l'ONU, je veux dire. Je voulais juste dire un petit mot sur le fait qu'en travaillant sur ce qu'on appelle le local ou le territorial, mais un État, il a aussi un territoire et il est aussi local. Donc on travaille sur des échelles différentes. Mais en travaillant sur des plus petites échelles, on ne s'éloigne pas de l'universel, au contraire, on le touche du doigt. Parce que c'est là qu'on touche les relations de pauvreté, de savoir, de richesse, de tendresse et d'espoir. Un petit mot, Mylène. Tu auras le mot de la fin. Et alors, je ne vais pas prendre trop de temps. Je voulais dire, c'est aussi une bataille, la question du droit culturel, c'est aussi encore une bataille en droit international. On a beaucoup fait de progrès, comme l'a dit Jordi, sur la reconnaissance, mais on est encore loin du compte. Et toute la campagne autour de l'objectif 18 sur la culture le montre. Je veux dire, c'est loin d'être gagné. Et ce que je voulais, c'est un petit peu dans le fil de ce que Patrice vient de dire, c'est que, alors c'est vrai, je suis basée à Genève, je travaille beaucoup sur la sphère internationale, mais moi, je nous vois très connectés avec le local, c'est-à-dire que à la fois les obligations internationales qui doivent être prises en compte par le local, leur interprétation se nourrissent des expériences locales. Donc, on ne peut vraiment pas déconnecter les deux. Et c'est un travail commun qu'on doit faire de part et d'autre pour se rejoindre et aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.